13 avril 2014. Une émission qui reçoit M. Amadou Hott. Il est le directeur général du FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique. Bonjour. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Les éléments de présentation que j'ai reçus de vos services donnent le profil d'un expert financier formé en France et aux États-Unis, un banquier d'affaires qui a offert ses services à des États, mais aussi à des groupes. En somme, 15 années d'expérience dans les milieux financiers entre Lagos, New York, Paris, Londres, mais aussi Dubaï. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général du FONSIS, en même temps président du conseil d'administration de l'aéroport international Blaise Diagne. Bon, donc on même ajoute conseil officieux de M. Dangote, le milliardaire nigérian. En clair, beaucoup de casquettes qui font dire à certains que vous êtes en vérité un grand cumulard. Merci Omar de m'avoir invité à cette émission, de l'opportunité de clarifier certaines choses, de parler, j'espère aussi, du FONSIS pour mieux expliquer ce nouvel instrument. Cumulard, je ne dirais pas. Je suis directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique, un honneur que le chef de l'État m'a fait. Auparavant, il m'avait nommé président du conseil d'administration de AIBD. Rappelez-vous, avant, AIBD avait des difficultés de financement, donc le président a jugé nécessaire de nommer quelqu'un qui a l'expérience internationale du financement et des investissements pour aider un peu à résoudre certaines difficultés du projet. C'est ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait. Conseiller officieux de Dangote, je ne pense pas. J'ai été dans le passé un conseiller d'Aliko Dangote. Je ne vois pas d'ailleurs de banquier d'affaires international crédible qui se focalise sur l'Afrique et qui n'a pas eu à conseiller ou à travailler pour lever des fonds avec Aliko Dangote, parce que c'est l'homme le plus riche d'Afrique, avec 25 milliards de dollars de richesse, en fait. Voilà. Vous ne le conseillez plus? Non, non. D'accord. Alors, le FONSIS que vous dirigez aujourd'hui, il était dans le programme politique du président Macky Sall, le Yono Yokouté. Aujourd'hui, il est en train de prendre forme. Alors, quelle est la spécificité de cet instrument? Quelle est l'innovation qu'il apporte dans le dispositif étatique? Le Fonds souverain d'investissement stratégique, c'est une initiative du chef de l'État. Avant qu'il ne soit élu président de la République, il a très tôt compris que c'est important de booster l'investissement productif. Donc l'investissement privé, en investissant nous-mêmes en tant qu'État, au lieu de jouer seulement le rôle régalien de régulateur, comme ont eu à le faire d'autres pays, l'État peut aussi jouer le rôle d'investisseur. Ça, c'est important. Durant les 40 dernières années, les pays qui sont développés, que ce soit la Chine, Singapour, la Corée du Sud, même la Malaisie, ce sont des pays qui ont des fonds d'investissement stratégique qui prennent des participations dans des sociétés nationales essentiellement, surtout au début pour booster l'activité économique. Le FONSIS est un instrument aux côtés des autres instruments existants, tels que la Caisse des dépôts et consignations, tels que le FONGIP et la BNDE, qui sont également de nouveaux instruments, tout un dispositif pour accompagner les PME, mais surtout l'investissement productif. D'accord. D'ailleurs, on ne cite pas l'un sans l'autre. FONGIP, FONSIS, quelle est la différence exactement? Absolument, c'est très important. FONSIS est un fonds souverain d'investissement stratégique qui prend des parts dans des projets, dans des sociétés qui contribuent aux fonds propres de ces sociétés, de ces projets, sans lesquels on ne peut pas avoir de la dette auprès de la BNDE ou bien auprès de n'importe quelle banque commerciale nationale ou internationale. FONGIP, quant à lui, le fonds de garantie des investissements prioritaires est un fonds, comme son nom l'indique, qui offre des garanties à des PME, à des PMI, mais également à des GIE par exemple, pour que ces garanties permettent aux banques commerciales telles que BNDE ou bien autres banques d'accéder au crédit, de fournir le crédit. D'accord. D'accord. Et en même temps aussi, le FONGIP bonifie les taux d'intérêt, offre pour cela des ressources longues aux banques commerciales, pour que ces banques commerciales puissent prêter à des maturités longues, mais aussi offre des ressources pas chères pour que les banques commerciales prêtent à des taux
pas cher. Parfait. Donc là, on parle du fonds 6. C'est un modèle, vous l'avez dit, que l'on voit dans des pays émergents, dans des pays pétroliers qui ont en vérité des moyens, des ressources naturelles, ce qui n'est pas forcément notre cas. Alors, comment dans les conditions de nos pays, comme le Sénégal, pays encore pauvre, déployer ces genres d'instruments? Est-ce qu'on a vraiment les gages de réussite d'une mise en œuvre de ces instruments-là? Absolument. Vous savez, dans la vie, quand on a des contraintes, il faut toujours essayer de réfléchir, innover, de voir ce qui a été innové ailleurs, sans réinventer la roue, voir les dispositifs, les instruments qui ont réussi et d'essayer de les appliquer dans notre pays également. Vous avez raison, d'habitude, ce sont les pays pétroliers ou les pays qui ont des excédents budgétaires, des excédents commerciaux, qui ont des fonds souverains, tels que Abu Dhabi, tels que le Koweït, Qatar, Norvège, Nigeria, Angola, etc. Mais on a vu également à l'étranger, pas en Afrique, jamais en Afrique, des pays qui n'avaient pas autant de revenus, créer des fonds souverains qui sont basés sur le transfert d'actifs de l'État. Donc l'État dit, j'ai quelques actifs, ça peut être des participations dans des entreprises, ça peut être des biens tels que des terrains, des terres, des actifs en général, que je peux mieux fructifier, optimiser en les confiant à un bras armé, géré comme le privé par une équipe de spécialistes dédiés qui connaît bien le monde des investissements productifs pour leur apporter une gestion privée et utiliser ces actifs pour lever les ressources nécessaires qui permettent d'investir dans de nouveaux projets ou de projets existants pour en fait relancer l'économie. Un pays phare qui l'a fait, c'est Singapour. En 1974, Singapour était encore un pays relativement pauvre. Singapour, l'État a décidé de transférer des actifs vers Temasek, qui est le fonds souverain le mieux géré au monde aujourd'hui. À l'époque, c'était 100 millions de dollars d'actifs, c'est-à-dire 50 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, Temasek gère plus de 100 000 milliards de francs CFA, donc multiplié par 2000 en moins de 40 ans. Je ne dirais pas qu'on pourra faire exactement ce qu'ils ont fait, mais il faut qu'on essaie. Et ce sont des gens qui ont réussi, pourquoi pas nous? D'accord. Alors, vous voulez dire donc, avec le fonds 6, l'État du Sénégal devient investisseur? C'est ça. Au même titre que le privé, parce que jusqu'ici, le rôle du privé était, ou bien cette fonction était dévolue au secteur privé. Absolument. Alors, il va se poser une question, est-ce que l'État aura le savoir-faire et les moyens de s'acquitter de cette tâche? Absolument, c'est très important. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, les pays qui sont développés durant les 40 dernières années, le rôle État investisseur est central. Donc nous aussi, on ne peut pas se dérober. C'est pourquoi le Sénégal, donc via un fonds souverain d'investissement stratégique, qui est un bras armé de l'État. Donc ce n'est pas au sein de l'État central, c'est contrôlé par l'État, parce que le fonds, c'est une société anonyme holding d'investissement, détenue à 100% par l'État du Sénégal et ses démembrements. Aujourd'hui, c'est seulement 100% l'État, qui a recruté une équipe de professionnels que je dirige aujourd'hui. Mais dans l'équipe, on a d'autres banquiers d'affaires, on a des industriels. On est une petite équipe pour l'instant, parce qu'on démarre. Mais l'équipe a l'expérience et l'expertise nécessaires pour faire des investissements productifs et démarrer des investissements productifs qui pourront attirer le privé national et international et exécuter ces investissements avec les retombées escomptées. Donc le savoir-faire est réglé avec vous, avec le fonds 6? Je pense. Il ne va pas donc se poser évidemment un problème de savoir-faire, mais les moyens, on l'imagine, parce que l'État aussi en tant que pouvoir, certainement ne va pas avoir ce problème, non? Non, en fait, vous savez, on est un pays pauvre, mais je dirais relativement pauvre. Mais l'État du Sénégal, l'État est la première, je dirais, institution qui a le plus de patrimoine dans ce pays. L'État a des terres qui valent des centaines, sinon des milliers de milliards. L'État a des participations dans des entreprises dont certaines ont des valeurs estimées à plusieurs centaines de milliards. L'État a le potentiel dans le futur de recevoir des flux financiers provenant de certains projets miniers. L'État a aussi la possibilité d'allouer certains flux financiers provenant d'autres secteurs d'activité à ce fonds souverain d'investissement stratégique pour qu'il commence certains investissements qui permettront d'attirer le secteur privé aux côtés de cet instrument
bras armé de l'État du Sénégal. Donc l'État a les moyens, pratiquement, il est riche, il est plus riche que les autres, que les investisseurs, vous voulez dire? Non, en fait, l'État est plus riche, je dirais, théoriquement, mais il faut fructifier cette richesse et la valoriser, l'optimiser, utiliser ces biens-là, ces actifs et les flux futurs de ces actifs pour lever de l'argent, d'accord, lever des ressources au niveau national, mais aussi au niveau international, sachant que les fonds sont disponibles un peu partout dans le monde pour investir en Afrique. Le problème, ce n'est pas un problème, je dirais, de ressources disponibles, c'est un problème de structuration de projets, de présentation de projets crédibles, de projets qui ont fait l'objet d'études de faisabilité, plans d'affaires, études impact environnement, structuration du capital, autorisation avec un message clair aux investisseurs qui dit on a structuré ce projet, si vous mettez tant, voici la rentabilité que ce projet peut vous offrir. Nous, FONSIS, bras armés privés de l'État, nous croyons en ces projets, notre État croit en ces projets, est prêt à mettre un peu de capitaux à vos côtés pour vous rassurer également, pour démarrer le projet. Justement, cette posture nouvelle de l'État investisseur ne va pas manquer de conséquences dans ses rapports avec le privé. Est-ce que l'État ne va pas évincer un peu l'investisseur privé? Ah non, absolument, au contraire. Oui. Parce que l'investisseur privé, lui, il veut des projets bien ficelés. Pour ficeler les projets, il faut injecter un peu d'argent. Il faut les amener à un point où le privé investisseur en fonds propres est intéressé par le projet, mais surtout le bailleur est intéressé par le projet. Pour que le bailleur, c'est-à-dire celui qui offre le financement, le crédit, puisse venir dans un projet, il faut que le projet puisse avoir un minimum de fonds propres et soit structuré correctement, de manière optimale, pour attirer ces centaines de milliers ou de milliards disponibles dans le monde entier, cherchant refuge, cherchant investissement en Afrique. Donc, au contraire, l'État booste l'investissement privé en permettant au privé d'avoir des opportunités prêtes, claires, précises, bien structurées, et en montrant au privé aussi que l'État lui-même, il croit au projet. Aide-toi, le ciel t'aidera. L'État peut-être met 10%, 20% à travers le FONSIS, des capitaux propres nécessaires. Ces capitaux propres, on va rajouter d'autres capitaux propres, des privés. Ayant le tour de table avec les capitaux propres, on lève la dette sans laquelle on ne peut pas avoir de projet. Pour résumer, sans fonds propres, il n'y a pas de dette. Sans dette, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas de croissance économique et il n'y a pas d'emploi. C'est ce que le chef de l'État a compris très tôt, d'où la création du Fonds souverain d'investissement stratégique pour fédérer tous les fonds propres et créer des projets structurants, bien structurés, pour attirer d'autres privés et la dette. Alors, sur un autre angle, toujours en rapport avec l'État, puissance publique, devenu investisseur, il y a deux possibilités, on le sait, en matière d'investissement. Soit on gagne, soit on perd, on échoue. Absolument. Alors, et si l'État perd, ou bien vous n'évoquez pas, vous n'entrevoyez pas cette possibilité d'échec, non? Non, non, en fait, c'est fort possible, mais nous, c'est possible. Mais notre rôle, et le rôle du conseil d'administration, c'est de n'approuver que des projets viables. D'où la nécessité d'avoir l'expertise interne nécessaire, non seulement des financiers, analystes financiers, mais aussi des industriels qui connaissent le métier de l'industrie, pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la due diligence, qui nous permettra d'avoir un confort. Et une fois que le projet est approuvé en interne par l'équipe de projet, par le comité de direction, ce projet est soumis au comité d'investissement, qui a des experts, mais également des membres du conseil d'administration, avant même d'aller au conseil d'administration pour être approuvé, mais après avoir fait toute la due diligence nécessaire, juridique, financière, technique, commerciale, etc., pour s'assurer que le projet a le maximum de chances de réussir, parce qu'on ne veut pas perdre de l'argent public, même si c'est de l'argent qu'on a levé par effet levier en nantissant des actifs de l'État, on ne veut pas le perdre. C'est pourquoi cette due diligence rigoureuse qu'on va faire également, et le fait de pouvoir attirer d'autres privés,
et un gage de succès. Parce que les privés aussi vont faire leur propre due diligence. Quand on invite le fonds souverain du Qatar ou du Koweït ou d'Abu Dhabi dans un projet qu'on a ficelé, eux aussi, ils vont d'abord l'approuver avant qu'ils mettent leur argent. Donc, tout faire pour que les risques d'échec soient nuls. Non, on ne peut pas... en fait, dans le portefeuille, oui. Mais quand on investit en fonds propres, c'est-à-dire on prend des risques au même niveau que l'entrepreneur, il y a des chances d'échouer. Mais ce qu'on espère, c'est que le portefeuille il est assez diversifié pour que certains projets réussissent énormément, d'autres peut-être un peu de projets échouent, mais qu'en moyenne, qu'on ait un succès pour avoir le retour sur investissement qui nous permet de verser à l'État des dividendes, de réinvestir dans l'économie, de garder une partie pour les générations futures, comme le prévoit la loi. Alors je reste avec l'État, mais cette fois avec l'État, pouvoir politique, incarné par quelqu'un qui est une autorité politique, qui a son agenda politique et qui va devoir réaliser des choses sur le plan économique à travers des instruments comme le Fonds 6. Alors, est-ce que les critères politiques, vous pouvez donner ici la garantie que les critères politiques ne vont pas impacter sur le profit économique recherché à travers ces instruments? Mais absolument. Et d'ailleurs, même le politique, celui qui incarne le pouvoir politique suprême dans le pays, est quelqu'un qui défend cela. D'où la nécessité, d'où en fait, je dirais, la loi qu'on a fait voter à l'Assemblée nationale, la loi 2012-34, qui a d'abord été validée en Conseil des ministres, qui est partie à l'Assemblée en commission des lois et en plénière, a été votée. Et dans cette loi, les aspects gouvernance, profitabilité, bonne gestion sont bien expliqués dans la loi. Et même pour le Fonds 6, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit, entre guillemets, apolitique, parce que sinon, les bailleurs qui vont nous permettre de lever les fonds ne vont pas être confortables. D'où d'ailleurs aussi l'importance d'avoir un conseil d'administration à majorité composé de professionnels de l'investissement et pas seulement de membres du gouvernement ou bien de politiques. Oui, mais la présidente du conseil d'administration est politique. Oui, mais membre du parti présidentiel. Oui, mais avant d'être politique quand même, la présidente du conseil d'administration est une juriste qui a fait ses preuves. Quand on gère un instrument comme le Fonds 6, on crée beaucoup d'entreprises. L'aspect juridique est très important pour pouvoir sécuriser l'investissement de manière juridique d'abord. Parce qu'un investissement qui peut être rentable peut échouer parce que le côté juridique n'est pas bien ficelé. Ça, c'est un point. Et aussi, présidente du conseil d'administration ne veut pas dire que c'est elle qui décide. Absolument. C'est le conseil composé aujourd'hui de 6 administrateurs qui va passer peut-être à 8-9, composé d'ailleurs, majorité aussi dans le futur de professionnels, qui va approuver les investissements et ça fera l'objet d'un débat intense au sein du Conseil pour choisir tel ou tel projet selon d'abord le critère de rentabilité. Et donc du coup, je ne vois pas le risque d'interférence politique dans le choix de tel ou tel projet. Mais le risque peut se situer par exemple dans l'agenda, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, le président de la République, il a une élection présidentielle en 2017. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de l'exécution de ces projets-là, on ne peut pas être contraint ici par le facteur temps, par exemple? Non, bien sûr, tout le temps on est confronté par le facteur temps, c'est pourquoi, et le facteur d'ailleurs, limitation des ressources. Donc du coup, on a des priorités dans notre manière de choisir les projets. Pour résumer, le Fonds 6, dans son plan stratégique, souhaite se focaliser sur les projets phares, les secteurs phares définis par le plan Sénégal émergent, qui a fait l'objet d'un débat intense avec des experts nationaux et étrangers. Donc du coup, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. On se cale sur ces secteurs phares parce que ce sont ces secteurs phares, ces projets phares qui permettront la croissance économique et la création d'emplois. Donc notre rôle, c'est que dans les projets marchands de ce plan Sénégal émergent, que nous soyons catalyseurs de certains investissements, qu'on prenne les parts dévolues peut-être à l'État dans certains projets, mais qu'on soit peut-être aussi même développeurs de certains de ces projets pour que ces projets aillent à maturité et puissent attirer l'investissement international. Sinon, on ne pourra pas absorber tout ce comment on dit, commitment, toutes ces promesses d'investissement
vers le Sénégal. D'accord. Voilà. Alors, ces questions étant réglées, peut-on maintenant avoir une idée de l'état d'exécution de ces missions du Fonds 6? Voilà. La loi a été votée en fin 2012. J'ai été nommé directeur général du Fonds 6 en mi-septembre 2013, parce qu'il y avait tout un processus de préparation, etc., de mise en œuvre de la loi et tout. Là, on s'est dit, même si la loi prévoit un montant important de ressources, essentiellement en actifs de l'État, que l'État transfère vers le Fonds 6, on a jugé important de démarrer avec un certain capital. Donc, le Fonds 6 a été créé avec un capital de 3 milliards, dont une partie a été déjà libérée par l'État, l'autre partie très prochainement. 2014 également, l'État a proposé un certain montant pour le Fonds 6 qui va libérer également très prochainement. La loi prévoit le transfert d'actifs. Nous avons identifié un certain nombre d'actifs et ça a fait l'objet de discussions intenses avec les techniciens, les hauts cadres du ministère de l'économie et des finances. Et nous espérons que très bientôt, il y aura la validation de ces transferts d'actifs. Depuis que j'ai été nommé donc par le président de la République, je me suis attelé à recruter. Donc nous avons fait un appel à candidature. Nous avons reçu plus de 5000 candidats qui ont été, dont les CV, les dossiers ont été revus par un cabinet de recrutement qui a sélectionné pour chaque poste une dizaine de candidats. Et certains de ces candidats ont eu à être interviewés par moi-même et d'autres personnes. Et nous avons recruté aujourd'hui, on est 11 personnes, incluant donc le responsable financier des ressources humaines, mon assistante, etc. Et parmi ces personnes, il y a des experts financiers, des experts industriels, des gens qui ont dirigé des entreprises ou bien des usines, etc., qui connaissent le métier de l'entreprise. Et nous sommes en train de dérouler notre plan stratégique, qui va d'ailleurs être approuvé très bientôt par le conseil d'administration, qui a fait le plan qui a fait l'objet de discussions avec des personnes ressources, des experts, des gens du gouvernement, etc. Et qui, j'espère, très prochainement va être validé par le conseil d'administration, qui nous permettra d'avancer. Nous avons maintenant démarré également certains projets dans différents secteurs, souvent des secteurs ou bien toujours des secteurs du plan Sénégal émergent, dont l'agriculture, les infrastructures, le Dakar Medical City. Donc on est en pleine due diligence dans certains projets. Nous avons fait une mission dans le sud du Sénégal et dans le nord pour pouvoir rapidement investir dans l'agriculture. Justement. Parce que c'est stratégique et ça crée des emplois. Rapidement, justement, est-ce que le rythme dans lequel vous travaillez aujourd'hui est à la hauteur de l'ambition? Parce que aujourd'hui, le président Macky Sall qui a initié cet instrument a fait 2 ans au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez à un rythme qui est acceptable, en fait? Non, absolument. Nous travaillons à un rythme soutenu. Par exemple, les premiers résultats, on les verrait quand, par exemple? Bon, on verra un premier investissement du Fonds 6 au maximum d'ici, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois. Nous sommes en discussion très avancée. Mais comme il faut de la due diligence pour ne pas perdre l'argent pour faire un bon investissement, cela prend un peu de temps. D'ici peut-être septembre, on verra un autre investissement important dans l'agriculture. Et vers la fin de l'année, on aura aussi, j'espère, si on est d'accord avec les investisseurs, parce qu'on ne sera pas seul dans les projets. Nous jouons le rôle de catalyseur d'investissement. Donc il y a une négociation qui va avoir lieu avec d'autres investisseurs qu'on va fédérer autour du projet, mais également avec ceux qui vont nous faire le financement, offrir le financement et le crédit. Donc ça prend un peu de temps, mais on travaille à un rythme soutenu, et nous sommes sûrs de pouvoir réaliser d'ici la fin de l'année peut-être 3 investissements par exemple. L'objectif, c'est, je l'ai vu dans les documents, de créer de la richesse et des emplois. Alors justement, un jeune qui est à la recherche d'emploi, qui entend parler du Fonds 6 en tant qu'instrument de soutien à l'emploi, alors qu'est-ce qu'il peut attendre concrètement? Concrètement, 2 choses. La première chose, c'est quand on investit dans des gros projets, des projets stratégiques, et qu'on réalise l'investissement, on va recruter pour ce projet. Si on met, je dis comme ça, 10 milliards dans un projet agricole dans le nord du Sénégal, ces 10 milliards vont attirer une centaine, 200, 300, 400 jeunes qui cherchent du travail. On aura un appel à candidature. De manière transparente, les gens vont postuler en fonction de leur expérience et des besoins du projet. On va recruter, donc on va offrir du travail. Mais également,
Si un jeune a un projet intéressant, veut créer sa propre entreprise, le jeune peut nous saisir avec un dossier bien ficelé aussi. Et nous, on étudie le dossier, on lui dit, écoutez, votre projet est intéressant. Directement le fonds 6, ou bien à travers notre sous-fonds dédié aux PME, on va prendre une part dans votre projet. Peut-être on met 100 millions, 200 millions de francs CFA, mais ce projet-là aura besoin de la dette. On lui dit, allez voir la BNDE qui peut vous donner la dette avec une garantie du fonds GIP, par exemple. Donc, au total, on a mobilisé peut-être 500 ou 600 millions pour ce jeune. On est actionnaire, le jeune est actionnaire dans l'entreprise. On signe un accord pour que le jeune, in fine, rachète nos parts. Parce que peut-être que le jeune, au début, n'a pas beaucoup d'argent. Oui, c'est souvent le cas. N'aura pas, bien sûr, la majorité dans l'entreprise parce qu'il ne pourra pas contribuer en fonds propres. Nous, on contribue en fonds propres et on l'accompagne, on l'aide à lever l'argent, à structurer son projet. Et ensemble, on gère l'entreprise. En fait, c'est lui qui gère, mais nous, on soutient au conseil d'administration, etc., en offrant des conseils également. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, le jeune rachète une bonne partie des parts du fonds 6 et devient l'actionnaire majoritaire de sa société et devient alors quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui aura créé de la richesse. Et nous, on prend l'argent que le jeune va nous verser en nantissant peut-être ses parts et nos parts, en nantissant certains biens. On prend cet argent, nous, on le met dans d'autres secteurs d'activité. Notre objectif, ce n'est pas de rester très longtemps dans un projet, c'est de rester le temps nécessaire pour permettre au projet de créer de la valeur et des dividendes pour tous les actionnaires, de sortir, soit en vendant aux promoteurs, en vendant peut-être en introduisant en bourse, ou bien en vendant à un autre fonds d'investissement, et prendre cet argent, mettre dans d'autres projets. D'accord. Voilà. Donc, en définitive, vous êtes plus dans l'auto-emploi, côté jeune, que dans l'emploi, carrément. Dans le recrutement, si on peut dire. Non, en fait, nous, en tant que fonds 6, au niveau de la holding d'investissement, on n'aura que quelques personnes. Mais les entreprises dans lesquelles on aura investi vont recruter des centaines de milliers de personnes en fonction du nombre de projets dans lesquels on a investi. D'accord. Voilà. OK. Des attentes, le secteur privé aussi en a. Hein? Aujourd'hui, même si l'État dit avoir favorisé la création de nombreuses entreprises, beaucoup d'autres sont aujourd'hui en difficulté. Justement, quel sera le rôle du fonds 6 dans la restructuration de ces entreprises en difficulté-là? Voilà. Ça me permet de parler du mode d'intervention du fonds 6. Donc, le fonds 6 est développeur de projets, donc prend un projet de zéro, le développe jusqu'au bout et lève l'argent. Mais fonds 6 aussi peut être restructurateur d'entreprises. Ça peut être des entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire. Une fois que l'État nous transfère ses parts ou une partie de ses parts, nous allons conseiller l'entreprise, l'aider à lever de l'argent, l'aider à se restructurer, d'accord, pour créer de la richesse et préserver des emplois, même créer d'autres emplois. Le fonds 6 est également co-investisseur, donc c'est quand quelqu'un vient avec son projet, nous on met de l'argent aux côtés du promoteur du projet. Le côté restructurateur d'entreprise est important, parce que l'État, comme l'ont fait aussi d'autres pays, même les pays les plus capitalistes, tels que les États-Unis en Europe, durant la crise, ont eu à injecter de l'argent public dans des entreprises. Mais comme c'est de l'argent public qu'on injecte dans des entreprises, on ne peut pas juste faire cadeau aux entreprises. Mais on va les aider dans un rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'État met l'argent peut-être via le fonds 6, qui discute avec les entreprises en difficulté, qui valide un nouveau plan d'affaires, un nouveau business plan, qui permettra de relancer l'entreprise, de préserver et de créer des emplois. Mais il faut que le fonds 6 aussi gagne un peu. C'est pourquoi d'ailleurs, comme nous sommes aussi une institution de développement, on n'est pas gourmand comme les purs fonds private equity. On est content si on a une rentabilité moyenne, un retour sur investissement autour de 12% net. Sachant que d'autres fonds private equity, minimum c'est 20-25%. Et donc nous, quand on injecte l'argent pour aider l'entreprise qui est en difficulté, on ne va pas exiger le même taux de rentabilité que le privé pur ou le fonds d'investissement privé pur, parce que nous avons la mission de soutenir les entreprises, de développer
l'entreprise privée. D'accord, voilà qui est bien clair. Alors actuellement, on aborde le financement de l'économie sous l'angle plan Sénégal émergent. On a vu à Paris des engagements de financement de partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, comment allez-vous vous déployer dans cette dynamique? Comment allez-vous contribuer à la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent-là? Voilà. L'engagement est extrêmement important. Et il fallait en fait vraiment convaincre les bailleurs et obtenir ce qu'on appelle le commitment, donc l'engagement. On a maintenant l'engagement côté public, côté privé également. On a une partie de l'engagement en privé également. Même si ce n'est pas encore... C'est pas encore concrétisé. Ouais. Maintenant, la balle est dans notre camp, comme l'a dit le chef de l'État. C'est à nous de structurer, de faire les études de faisabilité, impact environnement, bien présenter des projets bien ficelés pour que les multilatérales, d'accord, les partenaires de l'État traditionnels, puissent injecter leur argent donc en prêtant à l'État. Mais il y a d'autres projets. Non seulement il y a une partie de l'argent public qui va y aller, c'est les projets PPP, donc l'État finance une partie du projet, s'occupe de certains aspects du projet, mais d'autres aspects sont gérés par le secteur privé. Pour cela aussi, il faut que le projet PPP soit très bien ficelé. Nous, ce qu'on peut faire en tant que FONSIS, c'est d'être investisseurs aux côtés du privé qui obtiendra la concession pour faire une autoroute à péage ou bien un port minéralier ou bien un aéroport, etc. Et être partenaire de ce privé et porter peut-être au début la part nationale, la part des nationaux, et inviter après les nationaux à prendre une partie de ces parts. Parce que nous ne voulons pas, à la fin de l'exécution du plan Sénégal émergent, que le Sénégal n'ait que des ouvrages. Nous voulons, à travers le PSE, créer des champions nationaux. Champions nationaux, c'est-à-dire des sociétés phares dont la plupart des actionnaires sont des Sénégalais, donc le Fonds souverain sénégalais, le privé sénégalais, qui, à travers un projet, va former des Sénégalais, obtenir un savoir-faire, et in fine, cette société, pour qu'elle puisse aller offrir son savoir-faire dans d'autres pays également, comme l'ont fait tous ces pays émergents, ces pays qui sont développés, au début, ils n'avaient que de petites entreprises qui ont fait des projets. Quand les Européens sont venus en Inde, ou bien à Singapour, ou bien en Chine, pour faire des projets d'infrastructure, on leur a imposé de faire le transfert de technologie. Nous aussi, c'est ce qu'on va devoir exiger, parce que sinon, on n'aura que des ouvrages, et quand l'investissement est fini, on n'aura pas grand-chose. Oui, mais est-ce que ça c'est possible avec les conditionnalités qui sont souvent mises en avant dans le cadre de ces accords-là qui sont signés? Non, c'est fort possible, parce que quand on est dans un projet PPP, c'est l'État qui donne la concession. D'ailleurs, la loi PPP le prévoit qu'une partie du capital soit détenue par le secteur national, et c'est 20%, mais on va tout faire pour avoir beaucoup plus, en contribuant aussi aux capitaux propres de l'entreprise pour pouvoir avoir plus de parts et influencer dans la gestion. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même les entreprises étrangères qui viennent chez nous aujourd'hui ont intérêt à recruter des nationaux, à les former, parce que les nationaux seront moins chers que de faire venir des expatriés, etc., qui vont coûter plus cher, donc qui vont affecter la rentabilité de l'entreprise. En tout cas, dans le cas de certains partenaires, l'idée est très claire. Par exemple, les Chinois, on les connaît, ils viennent avec leur expertise. Hein? Ils viennent avec leurs expertises, mais nous, dans le passé, les Chinois venaient avec beaucoup de travailleurs, mais de moins en moins, les Chinois viennent avec des travailleurs parce qu'ils n'ont même pas intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que ces travailleurs chinois, qui n'étaient pas chers il y a 10 ans, il y a 15 ans, sont aujourd'hui extrêmement chers. Parce que la Chine, le PIB par habitant, aujourd'hui, c'est $6 000 et poussière. Avant, c'était moins que ça. Donc, ce n'est même pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est d'avoir peut-être quelques experts, quelques ingénieurs, qui vont former d'autres ingénieurs sénégalais, d'autres personnes sénégalaises qui ont des BEP, qui ont des bacs techniques, des bacs pro, etc., pour que ces gens-là fassent le travail.
Mais il faut que ces gens-là aussi puissent plus tard exporter leur expertise dans d'autres pays aux côtés des entreprises nationales qui seraient devenues champions nationaux. D'accord. Dans le cadre toujours de la rentabilité de ces projets qu'on aura à exécuter, parce qu'on a vu dans le temps des projets qui ont été ficelés et le Sénégal, peut-être l'État du Sénégal met plus de moyens que celui qui vient investir en tant que privé et au final, dans la rentabilité, on voit que le privé gagne plus, le privé international. On l'a vu dans le cadre de l'autoroute à péage. Est-ce que ces genres de situations-là, on peut les éviter avec le FONSIS, par exemple? Je pense qu'on peut les éviter. Mais l'État du Sénégal aussi n'avait pas le choix. C'était le premier projet PPP, premier projet PPP, autoroute à péage. Donc il fallait aussi convaincre, démontrer par l'exemple qu'au Sénégal, on peut exécuter des projets PPP, ce qui est très difficile à faire. Et dans ce genre de projet, au départ, l'État va accorder beaucoup de facilités. C'est vrai que dans ce projet, l'État a mis beaucoup de capitaux, mais bon, il fallait quand même faire les libérations d'emprise, etc. Et c'était important. Mais dans les nouveaux projets, dans le futur, l'État pourra armer le FONSIS et le privé national pour qu'ils puissent être actionnaires, partenaires importants de l'investisseur étranger pour que les cash flows futurs du projet puissent être partagés entre le privé international, le FONSIS et le privé local. Très bien. Les conditions maintenant de mise en œuvre de toute cette ambition au plan politique, déployer un programme et le financer, on le sait actuellement, il y a, selon les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, il y aura une baisse du taux de croissance qui va passer de 3,7 à 2,6%. Alors, quelles conséquences? Moi, je ne suis pas très alarmé par cette donne. D'abord, il y a une harmonisation à faire entre la direction des prévisions économiques du ministère des Finances et l'agence. Dans le passé, ils ont toujours travaillé en fait en harmonie. Harmoniser quand ça n'arrange pas le... Non, c'est même pas ça. Non, en fait, c'est que l'ANSD peut-être n'a pas pris en compte certaines données. Ah, mais c'est une agence crédible. Oui, mais ils peuvent, à un moment donné, ne pas avoir pris en compte certaines données. S'ils prennent en compte certaines données, je pense que le problème ne se poserait pas. Il faut harmoniser. Ça c'est quelque chose qu'il faudra faire. Même si, je dis même si, supposons que le taux n'était que de 2,6 au lieu de 3,7 par exemple. L'impact sur le PIB, c'est moins de 100 milliards de francs CFA, si vous faites les calculs. D'accord? Je ne pense pas que ça va affecter outre mesure 2014. Pourquoi? Parce que, en fait, au contraire, ça nous permettra en fait d'avoir un taux de croissance plus élevé en 2014 parce qu'on serait parti d'un niveau plus bas. Le seul impact éventuel, et qui est même minime, c'est peut-être l'impact sur les différents ratios. Oui. Voilà, différents ratios par rapport au PIB. Mais ça n'empêchera pas aux bailleurs d'investir, de nous prêter de l'argent, si on présente les projets bien ficelés. L'enjeu, c'est la préparation des projets, de bien structurer les projets, de présenter des projets crédibles. Si on arrive à faire ça, et pour cela, il faut recruter des chefs de projet experts. Il faut renforcer les capacités pour pouvoir présenter des projets bien ficelés qui vont attirer et des fonds propres étrangers et de la dette, mais qui vont aussi permettre aux bailleurs de financer l'État. Parce que sans tout ça, on ne pourra pas débloquer les fonds malgré la promesse. Donc, cette baisse de croissance n'affecte pas un peu cet élan de l'État du Sénégal vers l'émergence. Mais quand même, on note avec toujours ces statistiques qu'il y a une baisse qui concerne le secteur stratégique, levier de croissance qui est l'agriculture, qui a reculé. Comment pouvez-vous comprendre ça dans un contexte où le Sénégal veut avancer sur la base de ce secteur-là? Non, c'est pourquoi en 2014 et au-delà, ce sera essentiel d'investir dans l'agriculture. D'où les mesures que l'État a prises au dernier Conseil des ministres, qui consistent à réduire un peu les prix de l'engrais, de certains intrants, etc., pour booster un peu l'investissement dans ce domaine. Mais nous aussi, le FONSIS, on va se focaliser sur l'agriculture. Parmi les 4 projets phares qu'on est en train de regarder, deux je dirais, c'est des projets agricoles. Parce qu'il faut booster l'agriculture
pas seulement pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour transformer et exporter. Parce que n'oubliez pas que le PIB, c'est la consommation, l'investissement, l'exportation, moins les importations. Donc il faut qu'on consomme plus ce qu'on produit qu'on importe, qu'on exporte aussi, et qu'on investisse pour avoir plus de croissance et atteindre les niveaux, la moyenne de 7% durant les 4-5 prochaines années. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est du moins l'objectif recherché. C'est l'objectif. Une consommation abondante et peut-être exportée à... Ah oui, on ne peut pas atteindre les croissances de 7-9%, parce que pour avoir 7% en moyenne d'ici 2018, il faut à un moment donné quand même avoir 8% de croissance minimum, à un moment donné. Et pour avoir tout ça, il faudra exporter seulement, parce que notre marché il est étroit, la consommation nationale elle est un peu étroite, il faudra exporter. Pour cela, il faut que nos entreprises soient compétitives et le savoir-faire pour pouvoir exporter. Et quand on a tout cet investissement en fait, productif, permet à l'État d'avoir aussi plus de revenus. Ce sera plus de revenus fiscaux pour l'État, plus donc de TVA, d'impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, mais via le fonds 6, des dividendes également, parce qu'on serait actionnaire de certains de ces projets profitables, rentables, et une partie de ces profits du fonds 6 vont être versés à l'État, qui, j'espère, va augmenter sa capacité, en fait, ses recettes non fiscales. Parce que beaucoup de pays qui sont passés de la pauvreté vers l'émergence, quand vous regardez le ratio recettes non fiscales et recettes fiscales, le ratio est important, alors que chez nous, c'est faible. Les recettes non fiscales par rapport au PIB, on est à peut-être moins de 1%. On a eu 70-72 milliards en 2013, alors qu'à Singapour, au début, jusque dans les années 2000, c'était plutôt 5 jusqu'à même 10% du PIB. Donc on ne peut pas se dérober. Il faut que l'État soit un État investisseur aussi. Que l'État augmente l'investissement productif en mettant le peu d'argent nécessaire dans un projet productif pour que d'autres privés viennent et pour que la dette vienne. Comme je l'ai dit, sans equity, sans fonds propres, il n'y a pas de dette, sans dette, il n'y a pas de projet, sans projet, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas d'emploi. Très bien. Alors là, vous avez carrément expliqué l'engagement ou le déploiement du fonds 6 dans le cadre du secteur névralgique de l'agriculture, mais il y a aussi les infrastructures qui constituent un autre levier de croissance. Le président Sall a beaucoup de projets dans ce domaine. Comment comptez-vous justement concrétiser cela ou contribuer à la réussite de ces projets-là? Dans l'infrastructure, c'est important. Il faut considérer l'infrastructure, je dirais physique, donc c'est les autoroutes à péage, les ports, etc. Mais il y a aussi l'infrastructure énergétique qui est vraiment importante. Il y a l'infrastructure sociale, donc ça c'est les écoles publiques, les hôpitaux publics, etc. Ça, on n'intervient pas parce que c'est des projets non marchands. C'est le rôle de l'État régalien qui prend son budget et fait ce genre d'investissement. Vous ne construisez pas, par exemple, un hôpital? Non, on peut construire un hôpital, mais privé. Pour relever le plateau médical, pour éviter que les Sénégalais aillent au Maroc ou bien en Tunisie ou d'autres pays pour se soigner. Que les gens se soignent ici parce que le plateau aura été relevé, mais aussi attirer le tourisme médical. C'est Dakar Medical City. Mais dans les projets infra physiques, rentables, qu'on peut structurer en PPP, le fonds 6 peut être actionnaire du projet, ou le fonds 6 peut aussi être l'actionnaire ou un des actionnaires de la société d'exploitation qui va exploiter un ouvrage qui aura été financé par l'État du Sénégal. Pour éviter que l'État investisse dans un ouvrage, in fine, il n'y a pas de société d'exploitation, l'ouvrage n'est pas exploité, il n'y a pas de revenus qui proviennent de l'ouvrage, donc l'État rembourse sur son budget que son déficit budgétaire. D'accord, donc vous êtes plus dans les autoroutes et les pistes de production et tout ça, quoi. Autoroute à péage, je dirais, piste de production pas, parce qu'il n'y a pas de revenus directs, ça c'est l'État qui fait, sans facturer l'usager. Quand il n'y a pas de revenus directs d'un projet, malheureusement, on ne peut pas intervenir. C'est l'État qui va intervenir. C'est son rôle régalien aussi de faire ça. Parfait. Alors, à quelques minutes de la fin de cette émission, on va peut-être quitter l'économie et aborder un peu la politique. Vous êtes membre de l'APR? Non, je ne suis pas, je
membre de l'APR, je dis militant actif. Vous avez la carte? Non, je n'ai pas la carte, je dois être honnête avec moi, je n'ai pas la carte, mais je soutiens le président de la République, je soutiens ses actions phares, et tout ce que je veux faire, c'est d'œuvrer à obtenir des résultats, parce qu'il faut aussi des résultats. Voilà. Et vous êtes bien dans cette posture-là, sans carte de membre de l'APR parce que aussi, il faut être conséquent, non? Certains vous diront, mais écoute, qu'est-ce que vous gêne dans tout ça? Non, moi rien ne me gêne. Je soutiens le chef de l'État. J'ai un instrument qui est très technique que je gère. Bon, je me dis aussi, c'est du temps aussi de faire de la politique sur le terrain. Bon, je ne l'exclus pas dans le futur. Il ne faut jamais dire jamais, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai tellement de choses à faire côté mise en place du Fonds souverain d'investissement stratégique et peut-être les autres responsabilités que le président m'a confiées. Je dis, tout le monde ne peut pas faire aussi de la politique, tout le monde n'est pas voué à ça également. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais le faire. Mais pour l'instant, je pense qu'on est très occupé à essayer d'avoir des objectifs, des résultats dans le domaine précis que le chef de l'État m'a confié. Mais mon soutien, chef de l'État, est un soutien sans faille. Vous avez un regard particulier sur la politique au Sénégal? Non, moi j'observe, je suis également la politique comme tout le monde, comme tout acteur en fait de l'économie, parce que tout le monde fait de la politique. Bon, certains sont plus sur le terrain, plus visibles, mais d'autres ne sont pas visibles peut-être comme moi, mais qui, comme tout citoyen qui a des responsabilités, qui en fait intervient dans l'économie, à un moment donné est amené à faire de la politique. Voilà. Quelqu'un qui entend parler, un collaborateur du président de la République qui n'est pas politique peut se demander, mais quels sont leurs rapports? Où est-ce que vous avez connu par exemple le président de la République? Comme ça, une question tout bête. Oui, le chef de l'État, on s'est rencontrés au Forum économique mondial en Afrique du Sud, donc en 2011, c'est au mois de mai 2011, à Cape Town. Il était invité, à l'époque il était dans l'opposition, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis depuis, nous avons gardé le contact. Et quand il a été porté à la magistrature suprême, il a souhaité avoir des compétences aussi, d'autres compétences. Il a fait appel à des Sénégalais nationaux qui ne sont même pas politiques également. Tout le monde n'est pas politique dans le dispositif du chef de l'État, même au sein du gouvernement, tout le monde n'est pas politique. Je ne vois pas de problème à ne pas être politique actif. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Omar, pour cette invitation. À très bientôt. Merci, c'est moi. Merci. Merci, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain. Je rappelle que nous étions avec M. Amadou Hott. On dit Hott, c'est bien Hott. Hott. D'accord, Amadou Hott. Directeur général du Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique. Il est par ailleurs président du conseil d'administration de l'AIDB. Merci, à dimanche prochain. Merci beaucoup.